Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver à Eternal Sunshine. Vous savez, cette émission qui est née il y a à peu près 1 an et demi avec Cité Radio, avec l'envie, comme vous savez, c'est de redonner un équilibre. On ne va pas fermer les yeux sur ce qui ne va pas ou ce qu'on aimerait vraiment ressortir de sous terre. C'est l'idée vraiment plutôt de ramener donc dans cet équilibre de l'optimisme, de l'envie d'aller de l'avant, de se bouger, d'être ensemble. C'est pour ça que vous avez pu voir dans les différentes thématiques des personnes qui étaient là pour vous inspirer. Et j'espère que ça a fonctionné pour vous. Et donc là, on a en fait une édition quand même spéciale puisque il y a donc les candidats des municipales de Tours qui ont répondu à notre appel. Donc bonjour à vous. Bonjour. Michael Cortot. Donc vous savez que en effet, les Tourangeais et les Tourangeaux vont se trouver dans l'Isoloir bientôt, les dimanches 15 et 22 mars prochains pour élire leur maire. Vous vous êtes lancé, donc vous êtes un citoyen et quand même aussi un politique engagé, puisque aujourd'hui vous avez une liste que vous avez appelée Projet citoyen pour Tours. Voilà, et donc, écoutez, la première partie de notre émission, on l'a intitulée, alors que je me trompe pas, c'est « Mais t'es qui, vous ?» Alors, pourquoi on l'a baptisé de cette manière? C'est vrai que je sais pas si vous avez vu le film avec Fabrice Lucchini qui est Alice et le maire. Non, je ne l'ai pas vu. Je vous invite à voir parce que il est vraiment bien ce film. Et en effet, c'est vraiment le sujet entre la politique et la philosophie. Et à un moment donné, ce maire demande à cette étudiante de philosophie, est-ce que vous me connaissez? Et là, cette étudiante lui dit, vous êtes un homme politique de tel parti. Et là, il est un peu dépité, cet homme, parce qu'en effet, ça ne se résume pas à un parti. Il y a aussi l'homme qui est derrière ses valeurs. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité à ramener un objet, déjà, peut-être qui peut nous faire connaître un peu mieux qui vous êtes. Alors, on vous écoute. Je vous montrer l'objet. C'est donc un stylo. D'accord. C'est un objet qui m'est cher parce que d'abord et avant tout, Oui. c'est un cadeau qui m'a été fait par des proches. D'accord. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans cet objet, c'est le symbole qu'il représente. C'est la question de l'écriture, du lien, de la transmission. Et je crois que c'est un peu le fil conducteur des activités qui ont été les miennes, que ce soit à titre professionnel, à titre associatif ou à titre politique, toutes ces dernières années. Donc en effet, vous, c'est votre partenaire clé pour en fait ramener, fédérer, écrire aux Tourangeais, Tourangeaux. Bien sûr, prendre des notes. Tout à Prendre fait. des notes quand on est en discussion avec les gens, transmettre aussi des informations aux autres, transmettre du savoir. C'est aussi tout cela le symbole de l'écriture et je crois que c'est quelque chose d'important. Un beau symbole. Eh bien, alors, vous allez me dire si je me trompe, j'ai mené quelques petites recherches quand même sur votre parcours. Alors, vous avez 42 ans. Tout à fait. Donc, vous êtes l'ancien premier secrétaire du PS en Indre-et-Loire et ancien conseiller municipal délégué donc à la vie des quartiers. Quand il y avait donc l'équipe Germain de 2014 à 2020, vous avez été... 2008 à 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais moi, c'est fin de semaine. Excusez. Vous avez été... donc vous êtes soutenu par Jean-Louis Renier, qui est ancien directeur de la police municipale de Tours. Et vous avez donc lancé cette liste, qui est une liste indépendante aux valeurs humanistes de gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus, en fait? Écoutez, vous l'avez rappelé, moi j'ai longtemps milité au Parti Socialiste. Je veux simplement prendre 1 minute pour rappeler quel avait été mon engagement de départ. Et en fait, mon engagement politique, c'est le 21 avril 2002. Ça semble loin aujourd'hui, mais c'est quand le Front National est arrivé au 2e tour d'une élection présidentielle. Et c'était la première élection présidentielle à laquelle je votais. Et quelque part, ça heurtait tellement ce qui était mes valeurs, mes engagements, que j'ai décidé de m'engager dans un parti politique. Oui. Voilà, j'ai longtemps milité dans ce parti, que j'ai quitté au printemps 2017 quand tous les partis politiques ont implosé. Et à partir de ça, on a décidé avec quelques amis de créer l'association Projet citoyen pour Tours. Vous avez rappelé Jean-Louis Renier, on aurait pu citer aussi Micheline Bouquet, la principale du collège Jules Ferry, aux rives du Cher, et bien d'autres encore. Il y a Stéphane aussi, Gavrilov, qui est donc une candidature plutôt citoyenne, et qui rassemblait autrement, qui vous a rejoint Tout aussi. à fait, qui nous a rejoints là pour
Pour simplement, on s'était rencontrés, on avait constaté qu'on avait beaucoup de points de convergence. Nos démarches étaient similaires, c'est-à-dire que nous, on avait basé toute la démarche de l'association Projet Citoyen pour Tours sur l'idée d'aller à la rencontre des Tourangeaux, de les écouter, d'échanger avec eux sur la façon dont ils voyaient leur quartier, la ville, le territoire, quels étaient leurs besoins, leurs envies, leurs rêves. Donc il y a une vraie proximité. Exactement, et on a fait ça dans tous les quartiers. Et progressivement, du coup, on a pu élaborer nos propositions. Et c'est ces propositions qu'on porte aujourd'hui à l'occasion des municipales. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous savez que pour aimer et aider les autres, il faut s'aimer soi-même. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Et qui pourrait être finalement peut-être une qualité importante pour être future mère aussi ? Écoutez, je crois que mes parcours divers et variés ont fait que j'ai développé une certaine empathie à l'égard des gens et je crois que c'est quelque chose sur lequel je suis très attaché parce que on peut pas être un élu, on peut pas être au-delà d'un élu, simplement quelqu'un d'engagé dans une association, dans un travail ou là, à l'occasion de ces élections municipales, si on ne sait pas faire preuve d'empathie, c'est-à-dire que si on ne sait pas écouter les gens, comprendre quelle est la situation qu'ils vivent. Alors c'est vrai que ça, on l'entend autant sur Tours, mais aussi en France. Aujourd'hui, on a besoin non pas uniquement d'être écouté, mais d'être entendu. Et en effet, l'empathie, c'est la conjugaison des deux. Tout à fait. C'est ressentir ce que la personne a vraiment au fond d'elle et la retraduire. Bien c'est ça sûr. Eh bien, en fait, là, on va aller entendre bien ces Tourangelles, ces Tourangeaux qui, Johan, notre jeune service civique, qui est à la rédaction de Cité Radio, a été donc à leur rencontre. Et alors, il leur a posé 2 questions. Si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez ? Et si vous aviez votre future mère devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Bonjour Patrick. Bonjour Johan. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement ? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, et le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc, il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique ? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être permettre aux gens de se dire on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc, tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi ? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, puisque ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif.
Ensuite, ce que je ferai, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerai aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement ? Alors, compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement, peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors, c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement, on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Alors là, vous voyez, il y a des choses qui se sont exprimées sur différents sujets. Michael Cortot, on a entendu, vous voyez, l'architecte qui, lui, est très sensible à l'éco-rénovation avec ses maisons passoires énergétiques, qui pose vraiment un enjeu, c'est vrai, sur la santé, au-delà aussi de l'économique. On a entendu également cet étudiant qui, lui, parle de la mobilité de Fil Bleu en particulier, cette commerçante qui aimerait une ville encore plus investie sur la dynamique au centre-ville et au service des commerces. Et puis enfin, cette habitante des quartiers des Fontaines qui parle de sécurité. Spontanément, sur ces différents sujets, lequel vous souhaiteriez rebondir ? La question est difficile parce que on a envie de rebondir sur tous les sujets. Oui. Mais je vais peut-être répondre d'abord et avant tout à l'habitante du quartier, parce que ça me semble important sur la question de la sécurité, puisque on a, entre guillemets, vendu des caméras aux habitants de différents quartiers en leur expliquant que ce serait la solution. Et au final, on a mis beaucoup de moyens financiers dans le développement de la vidéosurveillance. Et au final, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malgré les caméras, les problèmes ne sont pas réglés. Tout simplement parce que je crois que pour arriver à régler ces problèmes, il faut remettre des adultes sur place. De l'humain. De l'humain dans les quartiers. Mais alors c'est de la police municipale, mais pas seulement. C'est aussi des médiateurs, des animateurs, des éducateurs de prévention. Et puis c'est aussi tout simplement des employés municipaux, des services publics qui vont être au plus près des habitants. C'est pour ça que par exemple on propose des maisons de la démocratie dans les quartiers où on aurait des permanences de services de la mairie, mais aussi d'autres services publics, que ce soit la CAF, la Sécu, la caisse d'assurance vieillesse. Et puis ça pourrait être aussi un lieu où, ça me semble aussi important, les élus pourraient recevoir les habitants, parce que je crois aussi que pour être à l'écoute des habitants, et on voit à travers ce qu'on vient d'entendre qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes, beaucoup de questions, mais il faut des élus qui soient très présents sur le quartier, qui reçoivent facilement les habitants et qui leur apportent aussi et surtout des réponses à leurs questions. Et de la confiance, c'est vrai, quelque part, en étant présent, on est plus proche, en fait, des besoins. Et puis, d'avoir, en fait, en effet, ce moyen de donner la parole à ses habitants, à leur donner, en fait, une place, un rôle clé dans l'évolution, en fait, de ce sujet qu'est la sécurité. Sur les autres sujets, est-ce que vous voulez rebondir sur le commerce, sur l'éco-rénovation, sur l'étudiant ? Est-ce que... Je peux répondre rapidement sur chacun des points. Sur l'étudiant, moi j'ai envie de lui dire que on fait partie de ceux qui disent clairement qu'à un moment ou à un autre, il faudra viser la gratuité des transports publics. Et nous, ce qu'on vise, c'est le terme du prochain mandat, la gratuité pour tous, pour permettre à chacun de se déplacer facilement. Et on commencera notamment par les jeunes, les étudiants,
les publics les plus en recherche isolés. d'emploi, les Oui. plus isolés, parce que c'est là aussi, on sait très bien que la question de la mobilité, c'est le premier pas vers du lien social et vers de la rencontre, vers la rencontre, pardon. Et puis, derrière cette gratuité, ça me permet aussi, sur cette réflexion sur les mobilités, de répondre en partie à la commerçante, Oui. puisque le sujet aussi, et je crois qu'il faut se battre pour conserver une attractivité au centre-ville. Donc ça veut dire aussi qu'il faut s'engager vers une amélioration du cadre de vie dans le centre-ville, redonner envie aux gens de se promener en ville, et ça passe grâce au développement de l'utilisation des transports en commun, à moins de voitures sur l'espace public, et du coup de l'espace public qu'on va pouvoir utiliser pour le rendre piéton. Par exemple, on pourrait imaginer la rue des Halles, la rue de la Sellerie piétonne, avec des arbres, des bancs, parce que dans cet espace public qu'on récupérerait, je crois, et ça répond aussi aux attentes de notre architecte que l'on écoutait sur la question des changements climatiques et les conséquences, et notamment les canicules l'été. Bien évidemment, il faut s'engager dans des plans ambitieux de rénovation des bâtiments publics. On peut plus comprendre aujourd'hui qu'on doit fermer des crèches ou des écoles au mois de juin parce qu'il fait trop chaud dans les bâtiments. Il faut rendre les logements plus vivables. Et puis, pour rendre la ville plus vivable en période de canicule, nous, on porte la proposition qui est un peu symbolique, si je puis dire, mais de faire de Tours une ville-forêt. C'est-à-dire de planter des arbres. C'est-à-dire qu'on en a... Tous les chantiers de voirie qui pourraient être engagés, on devrait se poser la question de savoir où on planterait des arbres. On pourrait envisager aussi de remplacer du stationnement par des jardins publics, histoire d'apporter des îlots de fraîcheur l'été. Et cette proposition et de bien-être. Pour tous les Tourangeaux. Il y a d'autres villes en France et en Europe qui se lancent dans des plans de plantation massif d'arbres, et je crois qu'il faut que Tours s'engage sur ce chemin. Alors, bien écoutez, ça introduit bien notre prochaine rubrique, qui est donc là un tirage au sort pour aller un peu plus loin dans votre programme et les actions concrètes que vous pouvez proposer derrière. Donc, de ce côté, vous avez les publics et de l'autre, des items. Je vous invite à en prendre un de chaque. Alors, le suspense. Attention. Suspense. Alors, le public, c'est les étudiants. D'accord. Le sport. Très bien. Alors, vous voulez commencer par... Allez, on va dire le sport. Et on va dire le sport. La question, c'est de développer la pratique sportive. Je crois qu'on est tous sensibles à ça, pour tous, partout, dans tous les quartiers. Donc ça veut dire des équipements mieux entretenus, plus ouverts, mais ça veut dire aussi, on est au cœur d'un quartier, ça veut dire aussi un travail avec les associations, les clubs, les centres sociaux, pour développer la pratique du sport dans les quartiers, à tous les âges de la vie. Et ça me semble important, et notamment une autre dimension du sport, qui est la question du partage et de l'inclusion par rapport au monde du handicap, par rapport aux personnes qui peuvent sembler différentes, et pour favoriser, par exemple, sur la question du handicap, nous on propose un festival qu'on pourrait appeler Capandi, qui serait un moment de partage sur des sports de plein air entre des personnes handicapées et d'autres personnes, des personnes valides, des personnes invalides, histoire de partager ce moment, de se rencontrer et d'appréhender la différence et de dépasser les a priori. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un enjeu dans l'inclusion, c'est la communication. Parler d'un festival, en effet, ça peut être un des leviers, parce que les personnes handicapées ne sont pas forcément aussi informées sur les possibles dans le domaine du sport, par exemple. Est-ce que ça, entre autres de ce festival, vous avez pensé, en fait, quels seraient les leviers, en fait, pour approcher aussi ces personnes handicapées et leur dire, voilà, la ville de Tours peut vous proposer. Alors, il y a la question des personnes handicapées, et puis j'ai envie de dire la question plus généralement de l'ensemble des publics qui aujourd'hui sont un peu éloignés, manquent d'informations, et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur tout le tissu associatif qui fait la richesse des quartiers et qui manque encore de moyens aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait la proposition de baisser les indemnités des élus de 10% au conseil municipal, et de redéployer cet argent à destination du monde associatif pour aider les associations de quartier, les petites associations, à développer leurs activités, parce que ce soit des associations sportives ou d'autres, je le redis, c'est ce qui fait la richesse des quartiers de Tours, et il faut les soutenir. Bien sûr, et baisser de 10% sans que ça paraisse, c'est 100 000 euros par an. Donc je crois qu'avec 100 000 euros tous les ans, il y a matière à aider le tissu des associations. Alors, est-ce qu'on reste sur les étudiants, ou puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ou est-ce que... Comme vous voulez. On peut changer de public si vous voulez. On va regarder.
Alors, la question des personnes âgées. Oui. Et c'est vrai que c'est un sujet. Parce que on a l'allongement... Quelle vision vous avez déjà, vous, en fait, de ce public à Tours? Est-ce que vous, durant en fait, tout ce parcours-là et jusque mars, vous les avez approchés, vous les avez entendus? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Dans le cadre, depuis 2 ans qu'on travaille avec l'association Projet Citoyen pour Tours, on a rencontré des centaines et des centaines de personnes et de tous âges. Et notamment, les personnes âgées, elles vous disent quoi? Aujourd'hui, dans les sujets qui reviennent, c'est la question de l'accès aux soins, notamment. Parce que de plus en plus, les Tourangeaux rencontrent des difficultés dans certains quartiers pour accéder à un médecin généraliste, à une infirmière, à un kinésithérapeute. Et du coup, pour répondre à ces besoins-là, nous, on propose de travailler avec l'ensemble des professionnels de santé, à l'échelle de la ville de Tours, pour identifier les projets qui pourraient être portés de maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers, qui seraient des lieux, du coup, où on aurait plusieurs professionnels de santé, et le fait de travailler en équipe crée une dynamique, et du coup, ce sont des lieux qui sont attractifs, notamment pour les jeunes professionnels de santé. Et là où on n'arriverait pas à trouver de professionnels de santé, on propose de créer des centres de santé municipaux avec des professionnels salariés, et ce qui permettrait, par exemple, de proposer à un généraliste qui serait salarié par la ville de Tours de faire des visites à domicile et de répondre aux besoins des personnes âgées. Et puis, plus globalement, on a le Centre communal d'action sociale à Tours, dont les compétences qui sont les siennes, fait beaucoup de choses pour les personnes âgées. Ils sont très actifs. Bien sûr, et ils gèrent par exemple des maisons de retraite, 4 maisons de retraite à Tours. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les enjeux de la dépendance qui se posent, et le grand âge, je crois qu'il faut que le Centre communal d'action sociale se lance dans la construction d'une nouvelle maison de retraite sur Tours, parce qu'il y a aujourd'hui des besoins qui ne sont pas couverts sur le territoire de notre ville. Tout à fait, c'est vrai que si je ne me trompe pas, d'ici 5 ans, il va y avoir une augmentation de 25% de Senior Plus. Bien sûr. Donc Senior Plus, c'est, vous savez, plus 70 ans. Donc c'est quand même un sujet qui... Alors c'est vrai que sur la question des maisons de retraite, bien évidemment, on ne rentre pas en maison de retraite à 70 ans. L'âge pour entrer en maison de retraite est de plus en plus retardé. Maintenant, on rentre en maison de retraite à 83, 84, 85 ans. Mais c'est vrai qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation de la population, parce qu'on reste, et c'est tant mieux, une métropole qui attire de la population, il faut des équipements, il faut des logements adaptés aussi, parce que on a parlé tout à l'heure de l'amélioration de la performance énergétique des logements, mais il y a aussi la question de l'adaptation des logements, que ce soit pour les personnes handicapées, pour tout type de handicap, et pour la question des personnes âgées. Alors vous savez que là, on va entendre Johan, donc c'est ce jeune service civique qui est donc animateur à Cité Radio, et en effet, il va vous poser une question qui parle en effet du budget, parce que a été pointé la ville de Tours au 18e rang des villes endettées, vous en avez 20. Donc il y a 2880 € de dette par habitant. Et donc on va écouter Johan qui va vous poser cette question. Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? Et en effet, cette juste ambition, parce que il faut mettre de l'ambition pour Tours. Donc, on parle d'attractivité, mais c'est cette question budgétaire. Comment, en fait, en effet, vous allez à la fois gérer cette dette tout en rendant Tours attractive? Voilà, la dette reste élevée, ça a été dit. Bon, faut aussi se souvenir que le pic avait été atteint il y a 25 ans et que depuis 25 ans, la dette, elle baisse chaque année et la situation s'améliore. Mais je crois que d'abord et avant tout, au-delà de la question de la dette, quand on veut porter des projets, c'est aussi la question d'aller voir et chercher des partenaires qui vont vous accompagner financièrement. Et aujourd'hui, il y a encore des partenaires que la ville et la métropole peuvent solliciter, que ce soit le département, la région, l'État, l'Europe notamment. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut souligner, parce que sur le mandat qui se termine, quand on commence à regarder les chiffres, on s'aperçoit que, par exemple, sur les subventions reçues par la ville pour les investissements, par rapport au mandat précédent, c'est moitié moins qui a été reçu, parce qu'on n'est pas allé les chercher. Et quand je vois aussi, par exemple, que vous avez vu, on est dans un quartier politique de la ville, aux Fontaines, on en a d'autres sur le territoire de Tours, on a le Sanitas, on a vu qu'il y a un ambitieux programme de rénovation urbaine sur lequel, moi, je ne partage pas tous les aspects, notamment, je ne suis pas favorable à la démolition de logements sociaux, mais il y a un programme à 147 millions € de travaux qui est annoncé,
et il n'y a aucun fonds européen qui sont sollicités. Et bien, typiquement, si on veut pouvoir continuer à faire des choses, à porter des projets pour la ville de Tours, ben, je crois qu'il faut aussi savoir aller chercher l'argent là où il est, parce qu'on sait qu'avec la situation de la dette, on n'arrivera pas à tout faire tout seul, donc il faut se retrousser les manches. C'est être dans une dynamique en fait de coopération. Bien sûr. Alors, est-ce que l'entreprise, quand vous parlez donc là, en effet, de financement public à toute échelle, est-ce que l'entreprise pour vous est aussi un acteur qui peut être à fédérer sur ces projets d'investissement? Ben, ça peut aussi, grâce aux actions de mécénat, on voit qu'il y a de plus en plus de collectivités qui recherchent du mécénat et ça peut servir pour des investissements, mais aussi pour des accompagnements de projets au plus près des habitants. Très bien, écoutez, alors là on est à notre fin, cette minute pour convaincre. Alors pour convaincre, ce serait plutôt, je dirais, pour dire en fait aux Tourangelles, Tourangeaux ce que vous aimeriez bien ajouter en fait à ce que vous avez pu là nous partager. On vous écoute. Eh bien écoutez, ça va me permettre de répondre en même temps à la deuxième question, parce que depuis 2 ans, je le disais, on a rencontré beaucoup de monde, il y a des gens qui sont venus vers nous, qui ont intégré notre équipe et qui sont aujourd'hui sur notre liste. D'accord. Et pour ces élections municipales, on a voulu composer une équipe qui soit à l'image de ce qu'est la ville de Tours dans toutes ses diversités. Donc en fait, sur notre liste, tous les quartiers sont représentés, tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les couleurs de peau, parce qu'il me semble important qu'autour de la table du conseil municipal, tout le monde se sente représenté. Et il faut avouer que ces dernières années, ces dernières décennies, tout le monde ne se sentait pas représenté autour de la table du conseil municipal. Et je crois que c'est aussi ça que je veux mettre en avant. On a vraiment une équipe qui a envie de s'investir pour les Tourangeaux qui habitent dans tous les quartiers, donc pas de souci pour les rencontrer chez le boulanger ou à l'arrêt de bus au plus près. Et je le redis, ils sont à l'image de ce qu'est Tours. Alors, j'ai bien envie quand même de vous poser cette question parce que vous me parlez donc en fait de cette diversité dans votre collectif. Quels sont finalement alors les profils? Est-ce que c'est quand même des personnes qui sont vraiment de votre parcours politique, qui ont déjà investi en fait en tant que conseillers municipaux, ou est-ce que c'est sur le prorata aussi des personnes de terrain Moi, je crois qu'on a voulu dans cette démarche, et je crois que c'est la force de Projet Citoyen pour Tours, justement générer un fort renouvellement du personnel politique. Et sur notre liste, il y a en fait, nous ne sommes que 2 à avoir été conseillers municipaux à Tours entre 2008 et 2014. Tous les autres sont des gens qui n'ont jamais été élus à Tours, mais par contre qui sont implantés, impliqués, actifs dans leur quartier, dans des associations, dans leur vie professionnelle, et qui ont envie de faire bouger Tours et de redonner de l'air et de l'oxygène. Alors, est-ce qu'il y a un noyau dur, mais comme après, pendant des mois, on a rencontré à travers des réunions d'appartements, des rencontres avec les associations, des visites de quartier, on a rencontré des centaines de personnes, et bien, petit à petit, on a agrégé comme ça. Et du coup, sur la liste, vous avez des gens qui sont là depuis le début de l'association, à l'automne 2017, et puis vous avez d'autres personnes qui nous ont rejoints il y a quelques semaines ou quelques mois. Et je crois que c'était aussi ça l'important dans cette démarche, c'était de susciter l'envie de s'impliquer pour la ville, et avec des gens qui justement vont apporter cette fraîcheur et ce regard neuf sur la pratique de la vie politique. On a, je crois, de tête au moins un quart de la liste qui a moins de 40 ans. D'accord. Écoutez, Michael Cortot, merci beaucoup parce que de cette spontanéité, de ce dynamisme, j'espère que vous avez pu découvrir encore mieux Michael Cortot. Moi, je vais remercier ma petite équipe qui est une sacrée équipe quand même, faut le dire. En technique, Bruno et Guillaume, merci à vous. Et puis également à Johan qui a été main dans la main avec moi aussi dans la préparation de cette émission que vous avez pu voir tout à l'heure. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et restez reliés, restez unis.